Septième et dernier extrait et lecture des particules élémentaires. Quatrième partie et dernière partie de l'hypothèse Macmillan. Âme sensible s'abstenir, certains passages sont difficilement soutenables. Au fil des mois, David et quelques autres participants plongèrent de plus en plus loin dans la cruauté et dans l'horreur. Parfois, ils filmaient la scène de leur carnage après s'être recouverts de masques. L'un des participants était producteur dans l'industrie vidéo et avait accès à un banc de duplication. Un bon snuff movie pouvait se négocier extrêmement cher, autour de $20 000 la copie. Un soir, invité à une partouze chez un ami avocat, David avait reconnu un de ses films diffusés sur un téléviseur, dans une des chambres à coucher. Dans cette cassette, tournée un mois auparavant, il sectionnait un sexe masculin à la tronçonneuse. Très excité, il avait attiré à lui une gamine d'une douzaine d'années, une amie de la fille du propriétaire, et l'avait collée devant son siège. La fille s'était un peu débattue, puis avait commencé à le sucer. Sur l'écran, il approchait la tronçonneuse en effleurant doucement les cuisses d'un homme d'une quarantaine d'années. Le type était entièrement ligoté, les bras en croix, il hurlait de terreur. David jouit dans la bouche de la fille au moment où sa lame tronçonnait le sexe. Il attrapa la fille par les cheveux, lui tourna brutalement la tête et la força à regarder le long plan fixe sur le moignon qui pissait le sang. Les témoignages recueillis sur David s'arrêtaient là. La police avait intercepté par hasard la matrice d'une vidéo de torture, mais David avait probablement été prévenu, il avait en tout cas réussi à s'échapper à temps. Daniel Macmillan en venait alors à sa thèse. Ce qu'il établissait nettement dans son livre, c'est que les prétendus satanistes ne croyaient ni à Dieu ni à Satan, ni à aucune puissance supraterrestre. Le blasphème n'intervenait d'ailleurs dans leurs cérémonies que comme un condiment érotique mineur, dont la plupart perdaient rapidement le goût. Ils étaient en fait, tout comme leur maître, le marquis de Sade, des matérialistes absolus, des jouisseurs à la recherche de sensations nerveuses de plus en plus violentes. Selon Daniel Macmillan, la destruction progressive des valeurs morales au cours des années 60, 70, 80, puis 90 était un processus logique et inéluctable. Après avoir épuisé les jouissances sexuelles, il était normal que les individus libérés des contraintes morales ordinaires se tournent vers les jouissances plus larges de la cruauté. 2 siècles auparavant, Sade avait suivi un parcours analogue. En ce sens, les serial killers des années 90 étaient les enfants naturels des hippies des années 60. On pouvait trouver leurs ancêtres communs chez les actionnistes viennois des années 50. Sous couvert de performances artistiques, les actionnistes viennois tels que Nietzsche, Murl, Schwarzkogler s'étaient livrés à des massacres d'animaux en public. Devant un public de crétins, ils avaient arraché, écartelé des organes et des viscères, ils avaient plongé leurs mains dans la chair et dans le sang, portant la souffrance d'animaux innocents jusqu'à ses limites ultimes. Cependant qu'un comparse photographiait ou filmait le carnage afin d'exposer les documents obtenus dans une galerie d'art. Cette volonté dionysiaque de libération de la bestialité et du mal, initiée par les actionnistes viennois, on l'a retrouvée tout au long des décennies ultérieures. Selon Daniel Macmillan, ce basculement intervenu dans les civilisations occidentales après 1945 n'était rien d'autre qu'un retour au culte brutal de la force, un refus des règles séculaires lentement bâties au nom de la morale et du droit. Actionnistes viennois, beatniks, hippies et tueurs en série se rejoignaient en ce qu'ils étaient des libertaires intégraux, qu'ils prônaient l'affirmation intégrale des droits de l'individu face à toutes les normes sociales, à toutes les hypocrisies que constituaient selon eux la morale, le sentiment, la justice et la pitié. En ce sens, Charles Manson n'était nullement une déviation monstrueuse de l'expérience hippie, mais son aboutissement logique. Et David Di Meola n'avait fait que prolonger et que mettre en pratique les valeurs de libération individuelle prônées par son père. Macmillan appartenait au parti conservateur et certaines de ses diatribes contre la liberté individuelle firent grincer des dents à l'intérieur de son propre parti. Mais son livre eut un impact considérable. Enrichi par ses droits d'auteur, il se lança à temps complet dans la politique. L'année suivante, il fut élu à la Chambre des représentants. Bruno se tut. Son café était terminé depuis longtemps. Il était 4 heures du matin et il n'y avait aucun activiste viennois dans la salle. De fait, Hermann Nietzsche croupissait actuellement dans une prison autrichienne incarcéré pour viol de mineurs. Cet homme avait déjà dépassé la soixantaine, on pouvait espérer un décès rapide. Ainsi, une source de mal se trouverait éliminée dans le monde. Il n'y avait aucune raison de s'énerver à ce point. Tout était calme, maintenant. Un serveur isolé circulait entre les tables. Ils étaient pour le moment les seuls clients, mais la brasserie restait ouverte 24 heures sur 24. C'était inscrit en devanture, répété sur les menus, c'était pratiquement une obligation contractuelle. Ils vont pas faire chier, ces PD, observa machinalement Bruno. Une vie humaine, dans nos sociétés contemporaines, passe nécessairement par une ou plusieurs périodes de crise, de fortes remises en question personnelles. Il est par conséquent normal d'avoir accès, dans le centre-ville d'une grande capitale européenne, à au moins un établissement ouvert toute la nuit. Il commanda un bavarois aux framboises et 2 verres de kirsch. Christiane avait écouté son récit avec attention, son silence avait quelque chose de douloureux. Il fallait maintenant revenir au plaisir simple. L'hypothèse Macmillan, chapitre 15 de la 2e partie, Les moments étranges, tiré du roman Les particules élémentaires, Michel Houellebecq,
1998 aux éditions Flammarion.